Alors vous parlez d'un équilibre entre au niveau de la lumière, entre pas de lumière du tout et trop de lumière. Il faut que on trouve un équilibre entre les deux. Mais cette notion d'équilibre, vous l'appliquez aussi à d'autres choses, pas qu'à la lumière. Vous dites que la nuit, en fait, c'est sans arrêt un équilibre dans plein de domaines différents. Oui, je crois que la nuit nous amène à réfléchir à quelque chose qui est jusqu'où ne pas. C'est-à-dire qu'elle nous oblige à réfléchir avec les autres, de manière interdisciplinaire, de manière sociétale, de se mettre autour de la table, comme on aime bien le dire, et comme on le fait assez peu finalement, et donc à se rendre compte que quand on bouge un élément du système urbain, par exemple un transport, ça bouge toutes sortes de choses. Si vous dites, oh bah, pas de problème, on n'a qu'à ouvrir les vannes, on laisse les gens travailler de nuit. D'accord. Mais ça veut dire que des parents qui n'ont pas la possibilité de travailler en journée parce que le marché de l'emploi est ce qu'il est, le marché du travail, alors ils vont accepter un travail de nuit avec des jeunes enfants. Que vont être ces enfants à la maison quand ils vont travailler le soir ou la nuit? Donc ça veut dire bah, que normalement les pouvoirs publics devraient développer des crèches de nuit, devraient développer des centres culturels ouverts. Et vous voyez, on détricote l'ensemble d'un système. Donc, et si on ne le fait pas, de toute façon, on parle beaucoup de mondialisation et la façon dont on en parle, c'est une mondialisation économique, spatiale, qu'on soit à Toulouse ou au cœur de l'Amazonie, on est connecté. D'accord. Par contre, on réfléchit assez peu à cette conquête, à cette mondialisation des temps. Voilà. Et la nuit est un espace qui est sous pression, mais comme l'est le dimanche, dans nos cultures, comme l'est le dimanche. Le dimanche, c'était, moi quand j'étais gamin du côté du nord-est de la France, bah, c'était une nuit, la lumière en plus le dimanche. Mais voilà, bah, qu'est-ce qui reste de nos dimanches? Qu'est-ce qui reste de nos week-ends? Qu'est-ce qui reste des temps de repas? Qu'est-ce qui reste de la sieste? On en parle beaucoup, mais réellement, qu'est-ce qui reste de la sieste? Sauf, j'allais dire, le côté un peu tendance, bourgeois bohème, voilà, la sieste pour optimiser, comment dire, j'allais dire, le travail des salariés dans les entreprises. Mais en réalité, on voit bien que c'est des temps qui n'étaient pas connectés. Connexion se fait et ils sont petit à petit grignotés. Donc la nuit, c'est quelque chose dont il faut prendre soin. Donc on peut l'éclairer pour essayer de comprendre en tout cas comment elle fonctionne, garder sa pluralité, créer les conditions d'un débat public pour que chacun et chacune soit capable de donner son avis sur est-ce qu'on met un bonnet de nuit sur les villes ou est-ce qu'on les laisse s'ouvrir, et puis faire en sorte qu'on en rediscute régulièrement et que ce petit écosystème-là puisse s'adapter en permanence Mhm. à toutes sortes de crises, de difficultés qui peut y avoir. Mais il faut sortir de cette idée d'une nuit contrôlée, d'une nuit de l'insécurité ou d'une nuit de la liberté. Elle est ni insécure, ni complètement libre la nuit. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus fragile que ça. Ce fonctionnement, justement, cette analyse du fonctionnement de la nuit, ça vous a amené à développer un concept un peu particulier de la ville malléable, la malléabilité. Expliquez-nous ce que vous entendez par là. Oui, vous avez raison, c'est la nuit. Alors quand je vous disais que la nuit a beaucoup de choses à dire au jour ou au futur des villes, bah, c'est intéressant de voir par exemple que quand vous prenez, je reviens sur l'exemple des SDF, parce qu'au moins on est au mois de novembre-décembre et que comme Noël arrive, on va être dans la période un peu lacrymale et on va nous reparler des SDF comme si ils n'existaient que pendant l'hiver, mais ils sont là et ils meurent autant en été qu'en hiver. Donc je ferme ma petite parenthèse, mais j'entends parler et je vais entendre parler du fait qu'on n'a pas, il n'y a pas de place, on n'a pas de structure pour les accueillir, on n'a pas de place. Mais ça, c'est lié à une vision qu'on a. Alors peut-être que je vais vous, comment dire, je vais vous provoquer ou vous allez réagir là-dessus. Mais jusqu'à présent, on est quand même très marqué par la charte d'Athènes et par le fait qu'en fait, on vit ensemble mais séparés, c'est-à-dire un espace, une fonction. Donc il y a une ville où on dort, une ville où on travaille, on s'amuse, on s'approvisionne, et entre les îlots de l'archipel, eh ben, on circule voilà, avec des difficultés, c'est que cet archipel il a grandi, et donc on circule parfois sur des dizaines de kilomètres. Et par rapport à ça, je prends des exemples caricaturaux. On va prendre le Parlement européen à Strasbourg. J'ai habité Strasbourg, je connais bien cette ville.
Le Parlement européen, le bâtiment, on peut penser ce qu'on veut de ce bâtiment, mais il tourne 2 journées à peu près par mois. D'accord? À un moment où il y a des associations qui ont besoin de place, des universités qui sont obligées de construire de nouvelles, des écoles. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que ce bâtiment, il pourrait servir à autre chose pendant ce temps-là? Les universités fonctionnent une partie de l'année, pas l'été. Les écoles fonctionnent la journée, quid de leur ouverture plus tard? Ça, c'est pour les bâtiments existants. Et quand on regarde effectivement les villes, j'allais dire du temps jadis sans nostalgie, quand vous regardiez l'espace public sur 24 heures, vous voyez qu'il y a une circulation et qu'il y a une accumulation de fonctions sur le même espace. Dans la ville, j'allais dire, dans la rue de mon enfance, il circulait les voitures, et puis à un moment donné, des gens s'installaient, sortaient les chaises, et puis les gamins jouaient au foot, et puis, enfin, il y avait toute la journée une rotation. Aujourd'hui, on a séparé, donc il y a la rue, l'espace piéton, le vélo, le site propre du tramway, et ainsi de suite. Donc, la question que je me pose, c'est que si on ne veut pas que la ville s'élève, si on ne veut pas qu'elle s'enterre, si on ne veut pas qu'elle s'étale, et si on veut faire la ville sur la ville, alors moi je ne vois pas d'autre solution que travailler comme le fait Madame ou Monsieur Ikea, c'est-à-dire à rendre polyvalent, comme nos salles polyvalentes, le moindre de nos espaces. C'est-à-dire que quand on réhabilite un immeuble, eh ben on va dire il faut qu'il y ait une haute qualité temporelle, c'est-à-dire que les bâtiments soient utilisés pas seulement à un moment de la journée. D'accord? Donc, ok, ils sont occupés le matin, qu'est-ce qu'on fait l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait le soir, qu'est-ce qu'on fait le week-end? Donc ça veut dire qu'au lieu, chaque fois qu'on a une nouvelle fonction, de fabriquer un bâtiment célibataire en périphérie, on va maintenir de l'intensité urbaine dans un appartement, dans un immeuble, dans un quartier et dans une ville. Et faire en sorte qu'on ait à chaque fois plusieurs activités. Donc ça demande des activités qui succèdent. Ça veut dire aussi des activités qui vont être ensemble sur le même espace. Donc ça veut dire quelle intelligence pour cohabiter. D'accord. Et ça veut dire aussi des activités qui vont tourner sur des pas de temps qui sont différents. Ça peut être sur la journée, hein, jour-nuit, ça peut être sur les saisons, mais ça peut être aussi, on voit par exemple ce qui s'est fait avec les grands voisins, sur les friches, sur ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire. Donc on va de l'urbanisme temporaire ou temporel qu'on appelle de nos voeux depuis longtemps, à travers la clé d'entrée de la nuit, jusqu'aujourd'hui la question de l'urbanisme transitoire. Donc c'est-à-dire que comment on permet des appropriations. Et dans cette réflexion-là, je crois il faut faire la ville sur la ville, mixer, avoir une mixité temporaire, mixité d'usage, mixité de fonction, des rotations d'activités au fil des heures et des jours, mais il faut aussi laisser la place à du vide. C'est difficile de faire la ville sur la ville et tout, parce que on voit bien qu'en cas de crise, ce qui joue, c'est la possibilité, par exemple, d'avoir un parc en bas de chez soi pour pouvoir se poser là. En cas de crise politique, c'est la possibilité qu'ont eu les Gilets jaunes, par exemple, de manifester au cœur des villes le samedi, mais aussi d'investir les ronds-points des périphéries, qui étaient des espaces vides, alors qu'on essayait bien de déguiser avec des poteries ou toutes sortes d'espèces de, comment dire, d'art des ronds-points sur lesquels je ne me prononcerai pas, mais qu'eux ont posé là des cabanes. Mais en tout cas, ils en ont fait des lieux d'éducation populaire, d'émancipation, des espaces publics. Donc, quelle place aussi on laisse à des choses qu'on va pouvoir s'approprier, sur lesquelles on va pouvoir improviser. Je pense que c'est important, cette notion d'improvisation. Et la nuit, c'est un des espaces possibles de l'improvisation. Alors, la nuit, pas clair sur cette... Oui, mais alors, si on se place sur l'actualité brûlante, ce qui se passe en ce moment dans la ville, la nuit, c'est rien, c'est le confinement. Et un confinement qui a été décidé, si on veut, on ne va pas dire pas forcément contre la nuit, mais sans prendre vraiment en considération tous les acteurs de la nuit. Comment vous le vivez, ça? Est-ce que vous pensez que c'est une façon de se comporter qui a vécu, et que peut-être après la pandémie, la nuit va revivre, ou est-ce que c'est
Il y a beaucoup de choses à dire sur ce lien entre la pandémie, la manière dont on la gère et la nuit. Euh, ce que déjà je peux dire, c'est que le pouvoir a toujours cherché à contrôler la nuit. Et on voit bien l'importance du couvre-feu. Moi, je ne pensais pas que je verrais apparaître en France ce mot de couvre-feu, qu'un jour je serais en couvre-feu dans mon pays. Le couvre-feu, c'était on couvrait le feu parce qu'on était dans des villes souvent construites en bois, il y avait un risque pour la sécurité, mais aussi on fermait les portes de la cité, on était protégé, et donc voilà, on éteignait tout et on traversait comme ça la nuit. Le couvre-feu, il est devenu maintenant un outil dès qu'il y a une crise, qu'elle soit politique, économique, enfin dès que ça bouge un peu, le pouvoir il cherche à contrôler beaucoup plus la nuit que le jour. Parce qu'on pense que la nuit, c'est là que se réfugient finalement alors, bon, les artistes, les créatifs, mais aussi les comploteurs, mais aussi. Et il y a un marquage particulier. Comme la nuit, on n'arrive pas à la contrôler, alors c'est très étrange, on va doubler, c'est presque la double peine. Je suis en ville, j'ai un établissement de nuit, je suis fréquenté, enfin cet établissement est fréquenté par des jeunes, boum. Et on a vu que les premiers établissements qui avaient été concernés par les fermetures, et depuis le début des réactions à la c'était les établissements de nuit. Et au début, tout le monde s'en moquait, comme si ça ne représentait pas des emplois, comme si ça ne représentait pas un facteur d'attractivité énorme pour nos villes. Parce qu'aujourd'hui, les villes, je sais pas, je prends Toulouse sans ces bars qui attirent des étudiants la nuit, je ne suis pas sûr qu'elle ait 100 000 étudiants dans quelques années. Si elle elle n'a pas cette animation de soirée, cet événementiel, cette qualité de vie, cette convivialité, même si ça peut créer des conflits et des tensions, mais en tout cas, c'est un élément, et ça, on l'avait pas pris en compte. Je crois que les acteurs de la nuit se sont fortement mobilisés, pour se faire entendre d'un point de vue économique. Donc, on a des politiques qui ont dit ah ben oui, c'est vrai, cette question de la nuit, c'est pas faux. Il y a des gens qui travaillent, ah c'est pas faux. Maintenant que c'est fermé, parce que c'est comme un contre-calque. Maintenant, quand on regarde en bas de chez soi, on dit tiens, il n'y a plus le petit café, tiens, c'est fermé, tiens, il n'y a plus de lumière, tiens, c'est bien glauque. Ce qui nous semblait normal, c'est qu'il y ait une poursuite comme ça de l'activité en soirée, qu'on puisse sortir de chez soi, qu'on puisse aller en ville, voilà, qui est une espèce de temps particulier de rencontre. Et on sait que les Français sortaient de plus en plus, allaient de plus en plus dehors, dans l'espace public. Bah, aujourd'hui, on est interdit de ça, donc ça se sent, ça se voit, et je ne peux pas croire que dans cette façon comment dire, de contrôler la nuit, il n'y a pas une notion morale. Je vais vous prendre un exemple. Quand on a annoncé le couvre-feu, 21h couvre-feu, donc ça a rappelé toute une rhétorique guerrière, encore une fois, la période nazie, bon, bah, tout ce qu'on sait sur l'histoire, sur les couvre-feux. Mais quand on a par exemple dit que sur les plages du sud de la France, en plus du confinement, il y aurait un couvre-feu sur les plages. On a redémarré d'ailleurs avec le deuxième confinement. Ça veut dire qu'en fait, sur des plages, on était encore dans des périodes où il faisait beau. C'était le printemps, presque l'été. Ça veut dire que sur les plages bondées en journée, pas de problème, mais sur les plages après 21h ou 22h, problème. Alors qu'il y a beaucoup moins de personnes. C'est étonnant ça. Quand là, on a mis en place, avant le deuxième confinement, le couvre-feu, on a demandé aux établissements de fermer donc à 21h. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les établissements? Toujours capacité à s'adapter, à essayer de trouver des solutions. Ben, ils ont ouvert l'établissement plus tôt, les gens sont venus, ils ont dîné, ils ont participé au spectacle, c'est ceux qui ont pu ouvrir. Et à 21h, ils ont dû fermer. Mais il s'est passé la même chose. Il y avait les mêmes contraintes. Il n'y a pas un virus nocturne et un virus, de jour. Donc, je crois vraiment que au début du conflit, enfin au début, pardon, vous voyez, je parle de conflit, au début de la crise sanitaire, ça n'intéressait personne. Les acteurs se sont mobilisés, on s'est rendu compte que c'était un enjeu économique, social, d'espace public. Aujourd'hui, ils tirent vraiment la langue, ces acteurs de la nuit, mais je pense que nous, à partir du moment où il y aura vraiment le déconfinement, la fin du couvre-feu, et même si on doit vivre avec ce virus, je pense je pense qu'on va réinvestir la ville différemment et on va prendre soin de nos nuits. Je vous donne un exemple. Pendant le couvre-feu, pendant le confinement, pardon,
On a mené avec la plateforme d'avis nocturne, on a mené des enquêtes sur des villes en France. Donc en Zoom, à distance, en visioconférence, avec des gens de la scène des musiques électroniques, avec des patrons d'établissements, avec des élus, des techniciens et tout ça. Donc on l'a fait à Bordeaux, on l'a fait à Paris, on l'a fait à Grenoble, à Toulouse, enfin dans différentes villes. On s'est rendu compte de quelque chose de très intéressant, c'est que la crise là, et ce que les gens sont en train de vivre, d'abord, les acteurs de la nuit ont fait preuve d'imagination pour créer d'autres choses. On a réinventé une fête à distance, voilà, toutes les difficultés que ça pose et tout ça. Ça, c'est ce qui est officiel. Il se sont passées d'autres choses qu'on verra sortir demain dans des approches peut-être historiques où on verra tout ce qu'il y a eu comme transgression qui a réinventé d'autres formes de nuit. Mais surtout, on a vu monter des questions des acteurs de la nuit qui disaient on ne peut plus penser la nuit sans réfléchir à l'écosystème autour de nous, comment on travaille avec les résidents. On ne peut plus penser la nuit sans qu'elle ait une dimension éthique. Par exemple, les organisateurs de festivals et tout qui nous disent on ne peut plus faire venir un DJ comme ça de l'autre bout de la planète, poser là et puis il repart le lendemain, c'est plus possible, c'est pas éthique. On doit veiller aussi à un accès de la nuit à tous, quels que soient les âges, quelles que soient les origines. On doit réfléchir à une nuit par quartier et puis des nuits métropolitaines peut-être plus importantes. Enfin, une réflexion à laquelle on ne s'attendait pas et puis aussi une capacité de réaction beaucoup plus forte des villes qui sont déjà organisées, où il y a un conseil de la nuit, où il y a des écosystèmes qui fonctionnent, un maire de nuit, des techniciens qui sont sensibles, par rapport à des villes où les acteurs de l'économie de la nuit, de la culture, les politiques, fonctionnent encore dans des silos séparés. Donc c'est peut-être la nuit, par rapport à la question de la culture, du festif et tout, peut nous aider là aussi à penser des nouvelles formes d'organisation de la ville sur les proximités, sur des questions éthiques, des questions de circuits courts et tout, qui moi me semblent intéressantes et qui valident l'hypothèse que la nuit peut nous faire beaucoup de choses à dire au jour et au futur. Là, il y a des signaux faibles, disons, comme on dit en prospective du Ce présent. que vous dites, en fait, c'est que la nuit va éclairer le jour. Oui, la nuit, bah, en tout cas, je l'espère, mais j'espère quand même que ça va aller vite, parce que je pense qu'on est capable de prendre des mauvaises habitudes. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans chacune de nos fonctions, pour celles et ceux hein, qui ont des métiers qui le permettent, bon, on est maintenant, comme vous et moi, assis devant un ordinateur et une table, quel que soit quasiment ce qu'on fait dans la journée, pour toutes nos fonctions. Et il est temps qu'on puisse disons, ressortir disons, le bio-indicateur de la qualité de l'urbanité, alors il y a un mot bon, qu'on n'aime pas, de résilience, je pense qu'il va jouer sur la nuit. La capacité des acteurs de la nuit de rebondir, de se réinventer, et puis notre appétence à la nuit. Il y avait eu une conquête de la nuit, une réflexion maintenant globale sur la nuit, une gouvernance de la nuit. Enfin, on avait avancé sur ces questions-là, avec toutes sortes de difficultés, mais on avait avancé. Et là, le confinement et les couvre-feux qui viennent en plus accentuer ça, ben, pose la question de la poursuite de cette dynamique. Mais je reste relativement optimiste parce qu'il y a une capacité de rebond chez les acteurs de la nuit. Vous savez, quand les régimes totalitaires régnaient sur le jour, vous et moi, on a connu une Europe, je pense, qui était dans laquelle il y avait encore beaucoup de régimes autoritaires, disons ça comme ça. Et je prends par exemple l'Espagne. Je ne dis pas que je la fréquentais beaucoup à l'époque, mais l'Espagne de Franco, elle existait aussi dans ses nuits par la Movida, qui n'était pas la Movida économique, mais qui est tout aujourd'hui, tous les acteurs, les réalisateurs et une partie des artistes espagnols qu'on connaît aujourd'hui, ils ont émergé notamment par la Movida. Et qu'est-ce que c'était que la Movida? C'était une espèce de contre-pouvoir nocturne à l'emprise d'un pouvoir autoritaire sur le jour. Et c'est à chaque fois comme ça, quoi. Donc si il y a une capacité de rebond par les nuits, c'est quelque chose qui restera insaisissable, même si on est des bataillons de géographes, de sociologues, d'urbanistes, de journalistes, de gens voilà, qui la mettent en équation, qui essayent de la comprendre. Je pense qu'elle va elle va nous glisser et donc il faut garder. Vous savez, on est dans une société qui veut la transparence à tout prix, le contrôle à tout prix. Et cette question de transparence et de contrôle, elle n'est jamais aussi bien posée que dans la nuit, quoi.
Si on garde un peu de liberté, si on garde un peu d'ombre dans nos vies, ça sera en partie dans la nuit. Si on accepte de se mettre sous la lumière des caméras, de se mettre dans la transparence totale, on aura perdu ce qui fait notre humanité, c'est-à-dire cette alternance.